Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime spécial, Nordal-Lelandais vous propose ce soir de plonger dans l'ombre d'un tueur. Nous allons vous raconter ce fait divers hors norme, dont les victimes ont disparu mystérieusement. Crime spécial, Nordal-Lelandais, c'est tout de suite. Voilà, un tueur ou autre, ça vous fait un choc. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire stupéfiante de Nordal-Lelandais. L'homme mis en cause dans la disparition de la petite Maëlys en août 2017. Une personnalité à la fois machiavélique et mystérieuse. Les gendarmes découvrent un Nordal beaucoup plus sombre, beaucoup plus taiseux, beaucoup plus violent que ce qu'il laissait apparaître. C'est un choc parce que quand vous apprenez ça, c'est comme si vous apprenez votre voisin d'à côté, il était voilà, un tueur ou autre, ça vous fait un choc. Si Nordal-Lelandais suscite l'horreur, il intrigue tout autant. Car derrière l'homme de 35 ans se cache peut-être un véritable tueur en série. C'est en tout cas ce que veulent croire les familles d'une dizaine de disparus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, ça fait déjà 6 ans et on en souffre. C'est pas facile. Au moins, on fera le deuil si on sait qu'il est décédé, que je fais des cauchemars et je ne vois plus là. J'ai plus d'espoir de le revoir, mais j'ai l'espoir de savoir. Parce que c'est mon combat chaque jour. Et je dois savoir, il faut. Ce soir, Crime vous donne rendez-vous dans l'ombre d'un tueur. Nous sommes à Pont-de-Beauvoisin, un village de 5500 habitants situé entre Chambéry et Grenoble.
Coupée en deux par les eaux du Guiers, la commune a la particularité d'être à cheval sur deux départements, l'Isère et la Savoie. On n'est pas en zone montagne, mais on est en zone rurale. Ça s'appelle les terres froides, c'est un climat un peu rude. C'est une campagne qui a beaucoup de charme, avec le lac environnant, les montagnes, les forêts, les collines, enfin un cadre assez idyllique. C'est une petite bourgade très tranquille, entourée de collines, donc dans un endroit très bucolique où tout le monde se connaît. Mais le 26 août 2017, cette petite ville paisible va soudainement se retrouver sous les feux des projecteurs. Dans la salle polyvalente du village, la fête bat son plein. Un jeune couple, originaire de la région, célèbre son mariage. Il y a à peu près 180 invités, ça ressemble un peu à une fête de village, c'est très joyeux, très festif, c'est une ambiance d'un enfant. C'est un moment de réunion, c'est un moment de partage, c'est un mariage traditionnel. La soirée se déroule à merveille. Pendant que les adultes profitent de la piste de danse, les plus jeunes s'amusent sous les yeux de la nounou, embauchée pour l'occasion. Parmi ses enfants, la petite Maëlys, venue avec ses parents et sa grande sœur. Maëlys, elle a 8 ans, donc elle est toujours debout, elle est en super forme, elle danse, elle joue avec les autres enfants de son âge. Et puis la soirée continue, au fur et à mesure les gens s'en vont, c'est normal, la nuit tombe. À 1h30 du matin, la nounou quitte les lieux, à son tour. Le DJ, à ce moment-là, fait une annonce au micro en disant « La babysitter nous quitte, soyez vigilants, voilà, les enfants sont seuls ». La plupart des enfants dorment en fait sur des matelas dans une petite salle à l'arrière de la grande salle où les gens dansent. Maëlys est encore là, on la voit, elle parle même apparemment avec ses grands-parents. Voilà, la noce se poursuit fort tard. Mais aux alentours de 2h45, la soirée bascule. Jennifer, la maman de Maëlys, s'aperçoit que sa petite fille a disparu. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la salle, elle n'est pas dans la salle des enfants où les autres dorment, elle n'est pas dehors. Les parents de la fillette, de plus en plus inquiets, se lancent alors à sa recherche, sans succès. Et puis à un moment donné, vraiment la situation devenant inquiétante, le DJ fait un appel au micro. Donc on coupe la musique et là on bascule dans un autre univers. La noce vire au cauchemar. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de fête. Tout le monde se met à chercher la petite fille. Il y a une sorte de mobilisation immédiate. Donc ils cherchent dans la salle, ils cherchent dehors, ils cherchent dans les petits bois autour, autour de la salle polyvalente. Mais après 45 minutes de recherche, toujours aucune trace de Maëlys. La panique gagne l'assemblée et les gendarmes sont appelés en renfort. Donc ils arrivent aux alentours de 4h du matin, ils commencent quelques recherches. On pense que Maëlys a échappé à la vigilance des parents, la vigilance des personnes qui la surveillaient et qu'il a pu se passer un accident. Alors, où est passée la petite fille de 8 ans? Pourquoi manque-t-elle à l'appel? A-t-elle été victime d'un accident? Ou la réalité est-elle beaucoup plus sordide? À Pont-de-Beauvoisin, le jour se lève et Maëlys est toujours introuvable. Autour de la salle des fêtes, les recherches se poursuivent. Plus d'une centaine de gendarmes venus de toute la France sont mobilisés. Dans le village, toute cette agitation ne passe pas inaperçue. Je suis réveillée vers 8h à peu près, je pense, parce que j'entends les chiens dehors. Il y en a un ou deux qui aboient. Et après, donc, je vois tous ces gendarmes, toutes ces équipes différentes. Au bout d'un moment, je vois qu'il y a un hélicoptère qui commence à tourner et tout. Puis là, je me dis, c'est quand même bizarre. Des moyens titanesques sont mis en place, car dans les cas de disparition d'enfants, les forces de l'ordre savent que les premières 24 heures sont déterminantes.
Très vite, les gendarmes vont mobiliser des hélicoptères, des plongeurs, parce que voilà, dans une région où il y a énormément de cours d'eau. Ils vont même utiliser un hélicoptère avec cette fameuse caméra thermique qui permet éventuellement de retrouver des gens cachés dans des sous-bois. Les recherches dans les terres froides, vous êtes véritablement sur ce qu'il y a de plus compliqué. Vous avez des lacs, vous avez des forêts, vous avez des rochers, vous avez des trous, vous avez des falaises, vous avez tout ce que vous... Enfin, je veux dire, c'est utiliser l'expression rechercher une aiguille dans une botte de foin, c'est indécent vis-à-vis de la situation, mais c'est pire que ça. Malgré tous leurs efforts, les enquêteurs ne parviennent pas à mettre la main sur la fillette. Alors, pour comprendre si Maëlys aurait pu s'enfuir, ou si un de ses proches aurait pu lui vouloir du mal, les gendarmes cherchent à en savoir plus sur elle. Maëlys, c'est une petite fille qui a 8 ans, qui va rentrer en CM1. C'est une petite fille qui est extrêmement joyeuse, un petit peu timide, donc c'est-à-dire qu'elle ne s'approche pas des gens facilement. En même temps, elle adore les animaux, elle aime jouer, c'est une petite fille de son âge en fait. Établie depuis peu dans le Jura, sa famille semble couler des jours heureux. La famille de Maëlys, c'est une famille donc, de 4 personnes, de parents de jeunes petites filles. Le papa travaille en Suisse et la maman travaille comme infirmière à Pontarlier. C'est une famille simple, modeste, ils vivent dans le Jura. Ils sont très unis, très amoureux. Quand je vais là-bas à Mignot-Villars pour savoir un peu qui ils sont, les témoignages que je peux récolter sont toujours les mêmes. C'est une famille tranquille, aimante, avec 2 petites filles adorables. On a une famille soudée, unie, qui s'est inquiétée tout de suite de la disparition de l'enfant. Voilà, donc aucun moment, ni Joachim ni Jennifer ne seront soupçonnés de quoi que ce soit. Les parents, mis hors de cause, les enquêteurs auditionnent un à un les 180 invités du mariage pour en savoir plus sur le déroulé de la soirée. Ils vont se rendre à la mairie ou à la salle polyvalente et chaque témoignage est minutieusement récolté pour savoir exactement ce qui s'est passé. On va essayer de refaire le scénario de la soirée. Il va y avoir perquisition des vidéos. Il y a un certain nombre, pendant un mariage, un certain nombre de vidéos, de photos qui ont été prises. Tout cela va être analysé par les enquêteurs pour tenter de refaire le fil de cette soirée. Chaque minute compte et il est vrai que si elle a disparu à 2h45, c'est pas la même chose que si elle avait disparu à 3h30. Donc les gendarmes essayent de savoir méticuleusement à quel moment la petite fille a été vue pour la dernière fois. Suite aux auditions, les enquêteurs parviennent à établir que la petite fille a disparu à 2h45. Pendant ce temps, sur le terrain, les recherches se poursuivent à l'aide de chiens pisteurs. La gendarmerie mobilise des chiens de piste, ces fameux chiens Saint-Hubert. C'est des chiens qui sont capables de retrouver une piste parfois d'une personne disparue plus de 3 semaines après leur disparition. Mais malheureusement, là, la piste s'arrête sur le parking de la salle des fêtes. Donc très vite, les gendarmes comprennent que l'enfant est peut-être monté dans une voiture. Très rapidement, on part quand même sur la piste d'un enlèvement. En tout cas, c'est l'élément central qui commence à mettre la puce à l'oreille des enquêteurs et qui, du coup, se dirige vers cette piste de l'enlèvement. Alors, la petite Maëlys a-t-elle bien été enlevée? Un invité de la noce est-il lié à sa disparition? Et si c'est le cas, pourquoi avoir ainsi arraché la fillette à ses parents? Le lundi 28 août 2017, 2 jours après la soirée du mariage, l'avis de disparition de la petite Maëlys est relayé dans la France entière. Dans l'actualité également, la disparition inquiétante d'une fillette de 9 ans dans la nuit de samedi à dimanche. Maëlys assistait à un mariage... L'écho médiatique est retentissant et l'affaire prend une ampleur nationale. Ça va intéresser les médias, ça va intéresser les Français plus largement, parce que chacun a pu vivre un mariage, laisser ses enfants dans une maison à côté du lieu du mariage, sous la responsabilité d'une nounou, de babysitter. Et donc ça parle aux gens, ce fait divers va devenir un fait majeur pour les Français.
La photo de la fillette de 8 ans est placardée un peu partout. Très touchés, de nombreux habitants de la région décident de participer aux recherches. Il y a eu un emballement et une solidarité incroyable qu'on ne voit pas sur voilà, toutes les disparitions. Sans doute parce que c'est une enfant, sans doute parce que à ce moment-là, précisément, on a encore l'espoir qu'elle soit vivante. Donc voilà, le village en fait est particulièrement solidaire. Encore une fois, c'est une petite bourgade, donc tout le monde se connaît. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît les parents de Maëlys ou qui connaît Maëlys, puisqu'elle a quand même vécu à Pont-de-Beauvoisin pendant de longues années. Donc voilà, il y a cet emballement-là. Et moi, c'est vrai, sur le terrain, à ce moment-là, je me rends compte à quel point les gens sont touchés, sont totalement abasourdis, comme si c'était leur propre enfant qui avait disparu. Durant toute la semaine, des battues citoyennes sont organisées dans les environs de la salle des fêtes. Florence y participe. Nous, on faisait vraiment chaque rangée de maïs, les unes après les autres. C'est surtout en revenant, après avoir fouillé toute notre zone, que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde. Mais ce que les habitants ignorent, c'est qu'en réalité, les enquêteurs ont déjà un suspect. Et c'est la mère de l'enfant qui va les mettre sur la piste. Jennifer a tout de suite un mauvais pressentiment sur l'un des invités de la noce, voilà, plutôt quelqu'un qui s'est invité de force à la noce, quelqu'un qui a eu un comportement étrange, un peu exubérant, qui est habillé avec un short pour venir au mariage, qui a beaucoup bu, et quelqu'un qui déambulait un peu trop, qui n'était pas raccord en fait avec l'esprit de ce mariage. Cet homme, c'est un certain Nordal, 34 ans. Il aurait d'ailleurs été en contact avec Maëlys durant la soirée. Il lui a montré en fait des photos de ses chiens et la petite fille l'appelait tonton Nono alors qu'elle ne l'avait jamais vu jusqu'à présent. Pourtant, Nordal, une connaissance du marié, ne connaissait ni Maëlys, ni sa famille. Nordal est un jeune homme de 34 ans, très connu du village. Il a grandi à Pont-de-Beauvoisin, donc il est vraiment voilà, connu de tous. Et le fait qu'il soit au mariage est un peu le fruit du hasard, dans le sens où c'est lui qui s'est invité au dernier moment au vin d'honneur. D'après des témoins, il aurait fourni des produits stupéfiants à plusieurs invités lors de la soirée. Et pour ce faire, il se serait déplacé à de nombreuses reprises à son domicile, situé à Domessin, à moins de 10 minutes en voiture de la salle des fêtes. On se rend compte qu'il a fait plusieurs allers-retours dans la soirée. Certains témoins disent l'avoir vu, puis ne plus l'avoir vu, puis l'avoir à nouveau revu à la soirée. Et il va devenir suspect parce que il fait des allers-retours à son domicile. Et un autre élément intrigue les enquêteurs. Ce qui interroge les uns et les autres, c'est qu'on ne voit pas Nordal au moment où on cherche l'enfant. Soit il n'est pas là, soit il ne cherche pas. Mais aux alentours de 3h30, alors que tous les invités cherchent Maëlys depuis un long moment, l'homme de 34 ans réapparaît. Puis un de ses amis, que nous appellerons Loïc, le voit ensuite s'éclipser peu avant l'arrivée des gendarmes. Il a le souvenir de voir Nordal qui se dirige vers les toilettes, qui invoque un malaise, qui indique se sentir pas très bien. Alors, qui est vraiment cet homme? Est-il impliqué dans la disparition de Maëlys? Et si c'est le cas, où se trouve désormais la petite fille? À la gendarmerie de Grenoble, suite aux déclarations des invités du mariage, les enquêteurs s'intéressent de plus près à ce fameux Nordal. Ils découvrent alors que l'homme a eu une attitude pour le moins étrange au lendemain de la disparition de Maëlys. Les gendarmes percutent quand ils apprennent notamment que, à l'issue de sa première audition chez eux comme témoin libre, comme tous les 180 personnes qui ont été entendues,
il se précipite à la station-service pour laver sa voiture. Les enquêteurs consultent alors les bandes de vidéosurveillance de la station-service. Les gendarmes vont se rendre compte que lorsqu'il lave sa voiture, il ne la lave pas simplement, il va la laver pendant 2h17. Il a méticuleusement nettoyé toutes les portières, toutes les poignées, le coffre, le siège passager et le tableau de bord. Une attitude qui renforce les suspicions des gendarmes. Là, ils se disent qu'il y a un comportement anormal. Voilà. Là, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans les règles de l'art pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Voilà. Passer autant de temps pour nettoyer une voiture, on a beau être maniaque avec son véhicule. En analysant la téléphonie du suspect, les enquêteurs s'aperçoivent également que le jeune homme de 34 ans a coupé son téléphone à plusieurs reprises au cours de la soirée. Ce qui leur paraît suspect, ça va être ce passage en mode avion incessant tout au long de la soirée, comme si Nordal Lelandais ne voulait pas que son téléphone accroche des antennes relais, comme s'il ne voulait pas être suivi. À 2h46, soit 1 minute après la disparition de Maëlys, Nordal a placé son téléphone en mode avion, avant de le rallumer à 3h25. Effectivement, on sait qu'à 3h25 et 59 secondes, il est à la salle des fêtes, puisque son téléphone borne. Donc voilà, les enquêteurs pensent que c'est simplement l'occasion pour lui de se donner un alibi, et il quittera définitivement la salle des fêtes à 3h57. Et son téléphone passe là aussi en mode avion. Il ne sera réactivé que le lendemain matin à son domicile, à Domessin, à 7h06. Donc pendant plus de 3 heures, son téléphone, là aussi, est devenu un fantôme. On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait, il n'apparaît nulle part. Pour en savoir plus, les enquêteurs exploitent l'intégralité des caméras de vidéosurveillance de la commune, notamment celle d'un commerce situé sur le trajet entre la salle des fêtes et le domicile de Nordal. Donc très vite, ces images vont être récupérées. Ils vont s'apercevoir que Nordal Lelandais a quitté la noce vers 2h47 et qu'il est passé et qu'il est filmé quelques secondes plus tard par une caméra à Pont-Beaudevoisin. Pour les enquêteurs, il n'y a pas de doute. Il s'agit bien du véhicule de Nordal. C'est le même modèle, c'est le même millésime, c'est la même année, ainsi que la même couleur. Et il y a des signes qui sont particuliers à cette voiture, notamment autour des jantes, mais aussi des autocollants, un autocollant sur la lunette arrière passager gauche. Et cette indication prouve bien pour les enquêteurs qu'il s'agit de la voiture de Nordal Lelandais. Et les images de vidéosurveillance vont leur apporter un élément déterminant. Sur la place du passager avant, il y a effectivement une silhouette frêle de petite taille où les parents de Maëlys vont reconnaître la robe, ou en tout cas la bretelle, la largeur de la bretelle de la robe que portait la petite fille ce soir-là. C'est un élément extrêmement troublant, et on verra cette même voiture revenir vers 3h24 du matin, repasser au même endroit, filmé dans l'autre sens, mais cette fois sans la petite forme blanche sur le côté passager. Alors, est-ce bien Maëlys que l'on aperçoit sur les images de la vidéosurveillance? Nordal a-t-il enlevé la fillette? Et si c'est le cas, que s'est-il produit entre le moment où il a quitté la salle des fêtes en sa compagnie et le moment où il est revenu seul? À la gendarmerie de Grenoble, pour mieux cerner la personnalité de Nordal, les enquêteurs se penchent sur l'histoire de cet homme de 34 ans. Donc ils vont découvrir le profil d'un jeune homme plutôt sympathique au premier abord. Né en région parisienne, Nordal arrive en Savoie à l'âge de 6 ans. Il grandit à Domessin, entouré de ses parents,
son frère et sa sœur. Il a une scolarité plutôt chaotique. Donc c'est vrai qu'à 19 ans, il arrête l'école et il s'engage dans l'armée. Il va s'engager dans le bataillon de cynophiles, puisque Nordal est passionné par les chiens. Et c'est un jeune homme qui est plutôt performant dans sa discipline, qui a plutôt de bons retours. Mais son contrat n'a pas été renouvelé à la suite de problèmes comportementaux et psychologiques. Nordal s'installe alors à Chambéry et se reconvertit comme éducateur canin. Mais sa société ne tarde pas à faire faillite. Il multiplie alors les petits boulots et retourne vivre chez ses parents, à Domessin. Gilles a été son entraîneur de boxe thaï pendant 4 ans et il garde de bons souvenirs de l'ancien maître chien. Oh, c'est un type d'élève un peu réservé. Moi, je l'ai connu souriant, gentil, pas bagarreur, boxeur, un vrai sportif, ouais. Pas du tout agressif, cool, souriant, jamais eu de problème, j'ai eu d'altercation avec ses collègues, jamais de problème. Mais d'autres témoignages dessinent une personnalité beaucoup moins sympathique. Les gendarmes découvrent un Nordal beaucoup plus sombre, beaucoup plus taiseux, beaucoup plus violent que ce qu'il laissait apparaître. Ils se rendent compte que le personnage peut être colérique, il est assez belliqueux. En 2009, Nordal est condamné à 1 an de prison ferme pour le vol et l'incendie d'un restaurant et doit porter un bracelet électronique. Et même s'il n'a jamais été condamné pour trafic de drogue, le jeune homme est connu dans la région pour être un petit dealer. C'est quelqu'un qui est un peu instable, il a connu aussi des échecs, il a été obligé de retourner vivre chez ses parents. Donc voilà, on est face à une personnalité, j'allais dire, délinquante. Voilà, il a un profil de délinquant qui n'arrive pas à se stabiliser, qui n'arrive pas à s'en sortir par le haut. Côté relationnel, Nordal peine aussi à trouver son équilibre. C'est un homme à femme, il est plutôt charmant et il plaît énormément. Et toutes ses compagnes ont témoigné comme quoi il les avait harcelées, traquées. Il s'était avéré violent aussi avec la plupart d'entre elles. Placé en garde à vue le 31 août 2017, 4 jours après la disparition de la petite Maëlys, Nordal est interrogé au sujet de ses allers-retours à la salle des fêtes le soir du mariage. L'ancien maître chien confie être rentré chez lui pour se changer. Alors, il justifie la disparition de son short blanc après avoir renversé du vin rouge dessus. Bon, c'est une explication. Mais lors de leur perquisition à son domicile, les gendarmes ne parviennent pas à mettre la main sur le vêtement en question. Nordal se justifie et explique qu'il a jeté le short dans une poubelle publique, sauf qu'on n'a jamais retrouvé ce short. Tout au long de sa garde à vue, il conserve la même attitude chaque fois que les enquêteurs le confrontent aux éléments à charge. Il a toujours une bonne explication. Alors les enquêteurs ont plusieurs éléments contre Nordal Lelandais. D'abord les griffures. Lorsque les gendarmes lui posent la question de savoir pourquoi il a des griffures sur les bras, Nordal explique qu'il s'est blessé en jardinant ses framboisiers. Et quand, une fois encore, les gendarmes lui demandent pourquoi Nordal a nettoyé sa voiture de manière ultra méticuleuse, il dit, de toute façon, cette voiture, si je l'ai nettoyée, c'est parce que je voulais la vendre. Et effectivement, il avait bien l'intention de la vendre, il y avait même un acheteur. Cet acheteur était prêt à effectivement acheter cette voiture, donc il a une explication toute faite, et qui est plausible, et qui se tient. À aucun moment il s'est trouvé dans l'impossibilité d'apporter une réponse. Il a toujours spontanément et de façon assez rapide et simple et facile, il s'est toujours essayé à apporter des réponses aux questions qui lui étaient posées. Si on prend chacun des éléments isolément, déconnectés de ce contexte-là, les réponses qu'a pu apporter Nordal ne sont pas saugrenues, ne sont pas absurdes. Après 36 heures de garde à vue, l'homme de 34 ans ressort donc libre. Alors, Nordal dit-il toute la vérité? Les enquêteurs parviendront-ils à le faire avouer? À Pont-de-Beauvoisin, une semaine après la disparition de Maëlys, les gendarmes ont désormais un suspect.
Nordal, 34 ans. Il s'intéresse donc de près à sa voiture. La voiture, c'est un élément clé. Pourquoi? Parce que si on revient au début de l'enquête, c'est dans une voiture que l'on pense que Maëlys a disparu, en tout cas est partie de cette salle de mariage, parce que la trace olfactive suivie par les chiens s'arrêtait au niveau du parking. Donc ça met forcément les enquêteurs sur la piste d'une voiture, et donc la voiture de Nordal Lelandais devient le cœur de l'enquête et le cœur des investigations. Le véhicule de l'ancien maître chien est saisi et passé au peigne fin. Mais Nordal l'a récuré avec soin et pas avec n'importe quel produit. Il a utilisé des produits détergents extrêmement agressifs qui ont rendu malades les chiens renifleurs de la gendarmerie. Utiliser des produits à jantes très corrosifs, ça permet d'effacer d'éventuelles traces ADN, d'éventuelles traces de sang, mais ça permet aussi et surtout d'effacer les traces olfactives qui pourraient être retrouvées par des chiens qui suivraient par exemple la trace de Maëlys dans cette histoire. Malgré tout, les enquêteurs ne lâchent rien et cherchent le moindre élément de preuve permettant de remonter à Maëlys. Et c'est là qu'ils vont découvrir, mais presque par miracle, une trace ADN oubliée par Nordal au cours de son nettoyage sur le commutateur des phares de la voiture. Après vérification, il s'agit bien de l'ADN de la fillette de 8 ans. C'est ce qu'on appelle un ADN de transfert. En fait, c'est très simple, c'est que si Nordal a touché la petite fille et qu'ensuite il a touché les commandes, forcément l'ADN de Maëlys se retrouve sur les commandes. Fort de cette nouvelle découverte, le 3 septembre 2017, les enquêteurs placent une nouvelle fois Nordal en garde à vue. Leur questionnement a été très virulent. Il s'agissait pour eux de faire craquer Nordal et de le faire avouer. Mais l'homme de 34 ans ne se démonte pas. Il reste sur la même ligne de défense. Nordal dit et répète qu'il n'a jamais fait monter Maëlys dans sa voiture. Il explique tout simplement que la petite fille est venue avec un autre petit garçon voir si ses chiens étaient dans sa voiture ou pas. Seulement, aucun enfant présent au mariage ne se rappelle de cet épisode. Cet autre enfant n'a jamais été retrouvé par les enquêteurs, donc on voit bien qu'il ment. Mais face aux gendarmes, l'ancien militaire n'est pas déstabilisé pour autant. C'est quelqu'un qui est psychologiquement dur, intraitable, et qui ne lâchera rien. Il est mentalement fort. Voilà. Face aux enquêteurs, il n'a jamais craqué. Manifestement, il est arrivé un moment où les enquêteurs se sont rendus compte qu'ils n'iraient pas plus loin et qu'ils n'arriveraient à rien de plus que ce qu'ils avaient pu avoir. Malgré ses dénégations, à la suite de son audition de première comparution, Nordal est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Une décision qu'il vit comme une véritable injustice. Il ne s'effondre pas, mais il se révolte. En faisant part du fait que c'est injuste, il ne comprend pas, voilà. Nordal est aussitôt écroué. Dans l'entourage de l'homme de 34 ans, c'est l'incompréhension. C'est un choc parce que quand vous avez un élève, un boxeur qui est respectueux, qui vient à la salle, qui se tient droit, quoi. Du jour au lendemain, vous apprenez ça. C'est comme si vous apprenez votre voisin d'à côté, il était un tueur ou autre. Ça vous fait un choc, c'est tout à fait normal. La famille du suspect ne veut pas croire à sa culpabilité. Devant les caméras de télévision, sa mère le soutient, bec et ongles. Je connais mon fils. C'est impossible qu'il fasse une chose pareille. C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre fils? Que c'était une erreur. Et moi, je dis la même chose. On cherche un coupable et on trouve un jeune homme parce que quand il était jeune, il a fait des bêtises, des petites bêtises. Et là, maintenant, on trouve le coupable. Voilà. Mais de leur côté, les parents de Maëlys ne doutent pas un seul instant de l'implication de Nordal dans la disparition de leur fille.
Le 28 septembre, après un mois sans nouvelles de Maëlys, il décide de rompre le silence et lance un appel au principal suspect. Nous lui demandons de dire tout ce qui s'est passé cette nuit-là et de coopérer avec la justice. Nous espérons qu'il entende notre appel à l'aide, car notre seul souhait, c'est de retrouver notre fille. Cette attente est insupportable. Elle nous manque terriblement. Nous pensons à elle chaque jour, chaque seconde. Et nous espérons que cet appel sera utile et aidera l'enquête. Alors, Nordahl répondra-t-il à l'appel bouleversant des parents de Maëlys? A-t-il bien enlevé l'enfant de 8 ans? Et si c'est le cas, où a-t-il caché la fillette? Le 18 décembre 2017, 2 mois et demi après l'incarcération de Nordahl pour l'enlèvement de Maëlys, un incroyable rebondissement intervient. Le suspect dans l'affaire de la disparition de Maëlys, Nordahl Lelandais, a été placé en garde à vue aujourd'hui dans le cadre d'une autre enquête. Elle concerne la disparition au printemps dernier d'un jeune militaire à Chambéry. Le lien entre les deux affaires, il ne s'est pas fait pendant plusieurs mois. Et d'un coup, on apprend que Nordahl Lelandais est sorti de la prison de Saint-Quentin-Fallavier pour aller donc être interrogé à Chambéry sur ce dossier-là. Car en réalité, cela fait des mois que les gendarmes de Chambéry essaient de faire des rapprochements entre la disparition d'Arthur Noyer, un jeune caporal, et d'autres disparitions dans la région. Arthur Noyer, c'est la disparition la plus proche géographiquement mais aussi dans le temps de la disparition de Maëlys. Donc forcément les enquêteurs qui ont en charge l'enquête sur Arthur Noyer vont tenter de faire des recoupements et des rapprochements avec ce que l'on sait dans l'affaire Maëlys. Arthur n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 11 au 12 avril 2017. Il passait alors la soirée avec des amis dans une boîte de nuit à Chambéry. Donc la soirée est plutôt festive, plutôt bien arrosée, mais le lendemain, voilà, il doit reprendre son poste à la caserne. Et on sait que des camarades lui proposent de rentrer. Non, il dit qu'il préfère marcher. Certains le voient faire du stop. Et à partir de ce moment-là, on ne le verra plus jamais. Ses parents n'auront plus aucune nouvelle. Pourtant, rien dans la personnalité du jeune homme ne laissait présager qu'il prenne le large, sans prévenir. Il est donc militaire, il n'a pas encore 24 ans. Il est donc originaire de Bourges. Il est arrivé au bataillon des chasseurs alpins environ 2 ans avant. Ses parents le décrivent comme quelqu'un de jovial, de très sociable, de très vivant. C'est pour ça que le fait qu'il disparaisse, ça pose question. Il n'a jamais laissé transparaître quoi que ce soit de négatif ou il n'a pas fait de tentative de suicide ou de choses comme ça. Au moment de la disparition d'Arthur, une voiture a été repérée par les caméras de vidéosurveillance aux abords de la rue où le jeune homme faisait du stop. Malheureusement, en Savoie, pas moins de 2900 personnes possèdent ce modèle de voiture. Les gendarmes n'ont donc pas pu enquêter sur chacune d'entre elles. Mais lorsque l'affaire Maëlys éclate, ils constatent que Nordahl roule justement dans ce type de véhicule. Et ce n'est pas le seul élément qui relie l'ancien maître chien à la disparition du jeune militaire. Le téléphone de Nordahl et celui d'Arthur font le même circuit. Voilà, ils quittent aux mêmes heures le centre-ville de Chambéry et ils se déplacent en direction donc, de Montmélian à une vitesse qui montre qu'ils pouvaient être que dans un véhicule. Les enquêteurs imaginent alors que Nordahl ait pu prendre Arthur en stop à la sortie de la boîte de nuit et que les choses aient dégénéré. D'autant plus que l'analyse de l'ordinateur du suspect va leur réserver une surprise. 2 semaines après la disparition du jeune militaire, Nordahl a fait d'étranges recherches sur Internet. Vous avez une personne qui a fait des recherches sur comment on fait disparaître un corps, sur etc. Mais ce n'est pas tout. Les analyses informatiques révèlent également que Nordahl fréquentait régulièrement des sites de rencontres homosexuelles.
Et depuis peu, l'homme de 34 ans consultait également des sites pédopornographiques. Il s'y serait d'ailleurs rendu la nuit même de la disparition de la petite Maëlys. Une sexualité ambivalente qui pourrait permettre de comprendre les profils très différents des victimes présumées de l'ancien maître chien. D'autant plus que si, a priori, Arthur et Maëlys n'ont pas grand-chose en commun, il existe des similitudes entre ces deux disparitions. Ce qui rapproche les deux affaires, ce ne sont pas les victimes, puisqu'on est sur deux victimes totalement différentes, une enfant et un homme adulte. En revanche, ce qui corrobore ces deux affaires, c'est l'atmosphère de fête, l'ambiance de fête, la consommation de stupéfiants, la consommation d'alcool. Le mode opératoire présente également des ressemblances. On a la similitude d'une voiture, on a les mêmes téléphones et on a aussi ces téléphones qui disparaissent. C'est-à-dire que d'un seul coup, le mode avion du téléphone de Nordal le Landais est activé. Voilà. Donc on a une sorte de répétition des faits. Alors c'est éminemment troublant pour les enquêteurs. Ils voient qu'il y a quelque chose d'absolument anormal dans le comportement de Nordal le Landais ce soir-là, cette soirée du 12 avril 2017 à Chambéry. Le 18 décembre 2017, à la gendarmerie de Chambéry, Nordal est donc entendu sur les faits concernant Arthur. Il reconnaît qu'il était sur Chambéry ce soir-là, c'est à peu près tout ce qu'il dit, et il nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés à ce moment-là. Mais alors que l'audition de l'homme de 34 ans se poursuit, un nouvel élément est porté à la connaissance des enquêteurs. Les résultats des tests ADN effectués sur un crâne retrouvé à Montmélian 2 mois plus tôt viennent de tomber. Quand le crâne est découvert, le lien n'est pas du tout fait tout de suite, puisque le crâne doit d'abord être expertisé. Et puis finalement, on découvre qu'il s'agit du crâne d'Arthur. Les gendarmes ont alors la lourde tâche d'annoncer la terrible nouvelle à la famille du jeune militaire. Totalement dévastée par le chagrin, sa mère s'exprime alors devant les caméras. Arthur, mon grand, nous avons toujours gardé espoir de te revoir sur un jour. Mais là, aujourd'hui, nous savons que nous ne te reverrons plus jamais. Une dure et douloureuse réalité. Je ne trouve pas de mots, ni le courage pour exprimer notre immense chagrin. Nordal est mis en examen pour assassinat. Et les enquêteurs effectuent de nouvelles recherches à l'endroit où le crâne d'Arthur a été découvert. C'est alors que le 12 janvier 2018, soit 10 mois après la disparition du caporal, ils font une importante découverte. Dans ce secteur qui est assez escarpé, il y a des falaises, c'est un endroit très accidenté, donc c'est des recherches qui ne sont pas faciles à faire. Et les enquêteurs trouvent de nouveaux ossements. On apprend que c'est des ossements qui appartiennent bien à Arthur Noyer. Le 5 février 2018, Nordal finit par avouer avoir pris en stop le jeune caporal le soir de sa disparition, tout en affirmant l'avoir ensuite déposé un peu plus loin. Alors, qu'est-il arrivé à Arthur? Nordal est-il bien impliqué dans sa disparition? Et l'ancien maître chien ne serait-il pas mêlé à d'autres affaires? À Pont-de-Beauvoisin, cela fait maintenant plus de 3 mois que la petite Maëlys a disparu. Et depuis que Nordal le Landais a également été mis en examen pour le meurtre d'Arthur, nombreux sont ceux à se demander si l'ancien maître chien ne serait pas mêlé à d'autres affaires dans la région. Quand on apprend que Nordal le Landais est impliqué potentiellement dans l'affaire Arthur Noyer, là on se dit, c'est plus une affaire qui est isolée, la petite Maëlys, c'était pas quelque chose d'isolé. Il a potentiellement fait disparaître d'autres personnes
Et là, on se dit, effectivement, sur la Savoie, sur l'Isère, on a énormément de dossiers de disparitions inexpliquées sur les 5 dernières années. Et ça ouvre énormément de nouvelles portes. On se dit, est-ce qu'il peut être lié potentiellement, est-ce que Nordal Lelandais peut être lié à d'autres disparitions? On se pose la question à ce moment-là. Rapidement, les journalistes n'hésitent pas à évoquer la possibilité que l'homme de 35 ans soit en réalité un tueur en série. Les médias commencent à parler d'un tueur en série, même si ce n'est pas encore prouvé. Et tout le monde se demande si Nordal Lelandais est, oui ou non, un tueur en série. Et ce, malgré le fait que ces deux victimes présumées, Arthur et Maëlys, n'aient rien en commun. En matière de criminels en série, il n'y a pas deux profils victimes type. Vous pouvez prendre des criminels en série, j'ai eu à en connaître, de victimes type, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de profession, il n'y a pas de milieu. C'est autre chose, la pulsion qui anime l'acte qui se réitère. Si tout oppose les victimes, le contexte dans lequel se déroulent les actes criminels est lui similaire et pourrait déclencher une pulsion meurtrière chez Nordal. Les psychiatres pourraient analyser ça comme étant l'instinct de mort, la pulsion de mort, le tout baigné dans un cocktail explosif qui est alcool, plus drogue, plus soirée. Tout cela, eh bien oui, c'est ce que les psychiatres appellent la pulsion de mort ou voilà, une pulsion mortifère. Si vous prenez le profil d'un criminel que j'ai eu à connaître, Francis Saulne, qu'on appelait le routard du crime, c'est quelqu'un qui était animé d'une pulsion. Cette pulsion, elle se révèle. Et puis, c'est le moment, l'heure où ça arrive. Vous avez une victime en face de vous qui peut être une jeune fille, vous avez une victime en face de vous qui peut être un jeune garçon, qui peut être une personne mûre. Vous aurez la victime qui sera à ce moment-là sur le chemin de ce criminel. Il n'y a pas de profil de victime type. Voilà, il n'y a pas de choses particulièrement déterminées. C'est autre chose, la pulsion. La gendarmerie nationale décide donc d'affecter une dizaine d'enquêteurs à l'étude du passé de Nordal. Les enquêteurs créent début janvier une cellule de coordination pour tenter de relier, de rapprocher d'autres affaires à Nordal Lelandais. En clair, ils vont réouvrir une petite dizaine de disparitions inquiétantes et ils vont recouper ces éléments avec ce que l'on sait aujourd'hui de Nordal Lelandais, notamment cette fameuse Audi A3, mais aussi sa téléphonie, ses téléphones portables. C'est un véritable travail de fourmi qui s'annonce pour les enquêteurs. Alors dans la région de Grande-Savoie, il y a des disparitions inquiétantes depuis une petite dizaine d'années. Il y en a notamment 4 qui viennent de faire l'objet d'une réouverture avec une enquête préliminaire au parquet de Grenoble. D'autres cas sont à l'étude, sont en cours d'expertise. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est un tueur en série, mais il a sans doute des secrets. Voilà, qu'il va falloir percer au clair. Et c'est tout l'enjeu d'une enquête qui est aujourd'hui dispersée entre le parquet de Grenoble, le parquet de Chambéry, le parquet d'Annecy, le parquet du Gard et même à Valence dans la Drôme. Toute cette agitation autour de Nordal Lelandais redonne espoir à de nombreuses familles de disparus qui attendent souvent des réponses depuis de nombreuses années. Et plusieurs familles de disparus demandent à leur tour à ce que leur dossier soit rouvert. À commencer par le père d'Estelle Mouzin, cette fillette de 9 ans, disparue en 2003 sur le chemin de l'école. Mais très vite, la piste Nordal Lelandais est écartée. Lorsque Estelle Mouzin a disparu, Nordal était en stage avec son régiment en Guyane. Donc il ne peut pas être l'auteur de l'enlèvement de la petite Estelle Mouzin. Mais d'autres familles conservent l'espoir de connaître la vérité, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où de nombreuses disparitions sont restées non élucidées. Comme celle d'Adrien, un étudiant de 22 ans disparu en 2010 et dont le téléphone a borné pour la dernière fois à Chambéry. Bien que fataliste,
sa mère Marie-France veut savoir. J'ai pas d'espoir que mon fils soit vivant, j'y arrive pas. Par contre, je sais maintenant que quelqu'un sait. J'ai plus d'espoir de le revoir, mais j'ai l'espoir de savoir. Parce que c'est mon combat chaque jour. Et je dois savoir, il faut. Les liens éventuels entre Nordal et Adrien sont actuellement à l'étude. Tout comme ceux entre l'ancien maître chien et deux hommes disparus dans des circonstances similaires. Ces deux disparitions qui ont lieu à 1 an d'intervalle sur un même événement, un qui a lieu en 2011 et l'autre en 2012. C'est un événement, un festival techno qui a lieu au fort de Tamier, au-dessus d'Albertville. Et effectivement, on a deux disparitions à deux années consécutives, deux disparitions inexpliquées. On a deux hommes qui ont disparu voilà, au cours de la nuit pendant ce festival, sans explication. Et c'est ces deux dossiers du coup qui sont regardés de très près à la lumière de ce qu'on apprend avec l'affaire Le Landais. On en revient au contexte, contexte de fête, contexte de soirée. Fatima est la sœur d'Ahmed, disparue le 8 septembre 2012 au fort de Tamier. L'homme de 45 ans a été vu pour la dernière fois à la sortie du festival. Et un élément de sa personnalité renforce cette piste. Ça l'arrive, qui fait du stop, oui. Bien sûr, souvent. Il est naïf sur les côtés, il fréquente n'importe qui, il parle avec n'importe qui, il fait confiance, quoi. Un cas de figure qui rappelle celui d'Arthur Noyer. Et ce n'est pas le seul élément troublant. Ahmed a habité pendant plusieurs années à Pont-de-Beauvoisin, une proximité géographique avec Nordal qui renforce les suspicions des enquêteurs. En attendant que cette piste soit vérifiée, Fatima essaie de tenir le choc. Là, ça fait déjà 6 ans et on en souffre. C'est pas facile. Au moins, on fera le deuil si on sait qu'il est décédé, que je fais des cauchemars et je ne le vois plus là. Au total, 10 enquêtes ont été réouvertes et sont en cours de vérification. Mais pour le moment, rien ne permet de relier Nordal à ces différentes disparitions. Alors, l'ancien maître chien est-il impliqué dans d'autres affaires? Finira-t-il par avouer avoir enlevé la petite Maëlys? Les gendarmes ne le savent pas encore, mais un incroyable rebondissement va venir relancer l'enquête sur la disparition de la fillette. Le 13 février 2018, près de 6 mois après la disparition de Maëlys, l'affaire connaît une avancée spectaculaire. Après avoir désossé complètement le véhicule de Nordal, les gendarmes font une découverte capitale. Ils trouvent une minuscule tache de sang cachée sous les tapis de sol du coffre de la voiture. Alors que l'enquête semblait au point mort, c'est la stupéfaction. Des analyses ADN sont aussitôt effectuées et confirment ce que tout le monde craignait. L'expertise biologique est formelle, c'est le sang de Maëlys. Donc là, c'est un véritable retournement de situation, c'est un coup de théâtre. Jusqu'à présent, on était dans la dénégation la plus formelle de Nordal dans cette affaire. Et là, l'avocat lui met les expertises sous le nez. Et là, Nordal s'écroule, s'effondre et dit à son avocat qu'il a des révélations à faire aux enquêteurs et aux magistrats. Dès le lendemain, l'homme de 35 ans est entendu par les juges. Après des mois de silence, il fait soudainement volte-face et passe aux aveux. Nordal Le Landais dit au juge qu'il a tué l'enfant involontairement, mais il ne précise pas les circonstances exactes du drame. L'ancien maître chien déclare qu'il souhaite que l'on retrouve le corps de Maëlys avant qu'il ne s'explique davantage. Et pour commencer, il souhaite emmener les enquêteurs sur les lieux où se serait déroulé le drame. Sur ces indications, un convoi composé de Nordal, son avocat, les juges et de nombreux gendarmes se dirige aussitôt sur place.
Le lieu où Nordal-Lelandais emmène les enquêteurs et les juges, c'est un endroit près du domicile de ses parents. C'est un endroit qui est en contrebas de la maison de Nordal-Lelandais et de ses parents, près d'une voie ferrée, où il aurait sûrement entreposé le corps de la petite Maëlys quand elle était déjà malheureusement décédée. Le trentenaire les conduit ensuite à l'endroit où il se souvient avoir déposé le corps de Maëlys. Une zone située sur la commune d'Attigny-Onsaint, en plein massif de la Chartreuse, et particulièrement enneigée en ce mois de février. Les recherches se font dans des conditions climatiques difficiles. Il a neigé toute la nuit, il y a du brouillard, l'accès est difficile. Il a fallu faire déneiger la route pour y accéder. Et sur place, les gendarmes vont pelleter la neige pour faciliter le travail des chiens. Au bout de quelques heures, les efforts des forces de l'ordre portent enfin leurs fruits. Les enquêteurs, après un long travail de recherche, découvrent le crâne de Maëlys ainsi qu'un ossement long. Le procureur prévient aussitôt les parents de Maëlys avant de donner une conférence de presse à la mairie de Pont-de-Beauvoisin. Jusqu'à présent, ils étaient dans la pire des situations, dans l'ignorance de ce qu'était devenu leur enfant. Et ce soir, ils ne sont plus dans l'ignorance, mais ce soir, ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée, et il y a quelques minutes, nous venons de leur apprendre que nous avons découvert les restes de l'enfant. Brisés par la douleur, les proches de Maëlys crient leur détresse sur les réseaux sociaux. Elle avait une grande sœur qui s'appelle Milo, un peu plus âgée qu'elle, et puis qui a écrit un message très récemment pour dire son amour à sa sœur, à quel point elle l'aimait, à quel point elle lui manquait, et puis quelques mots de haine envers Nordal-Lelandais aussi, une jeune fille très affectée. Puis ce n'est pas la seule, puisque la mère de Maëlys a elle aussi écrit plusieurs messages sur Facebook. Et la mère de Maëlys a mis en ligne ce clip vidéo. À Pont-de-Beauvoisin, là où tout a commencé, le dénouement de l'affaire était très attendu. Alors après les aveux de Nordal et la découverte du corps de Maëlys, l'émotion est très vive dans le village. Mais le pire, c'est qu'on n'avait même pas d'espoir, mais que quand la nouvelle est tombée, eh ben, on était quand même triste. Voilà, on n'avait pas d'espoir. Les habitants vont tout de suite se recueillir devant la salle des fêtes, l'endroit précis où a disparu la fillette 6 mois plus tôt. C'est un moment très fort, très fort, et moi je pourrais pas l'expliquer, mais j'avais besoin. Et je pense que je reviendrai très souvent. Et puis Maëlys fait partie de notre vie maintenant. Maëlys, voilà, c'est notre petit ange à tous. Sur les lieux de la découverte du corps, les enquêteurs poursuivent leurs recherches jusque tard dans la soirée. Mais ce n'est que le lendemain qu'ils finissent par retrouver la quasi-totalité du squelette de Maëlys. Ils saisissent également plusieurs indices retrouvés à proximité du corps de la fillette. Les gendarmes là vont découvrir aussi d'autres éléments qui vont pouvoir être utiles dans leur enquête. Ils vont découvrir des morceaux de vêtements et une sandale appartenant à l'enfant. Après des mois d'attente, les enquêteurs ont enfin à leur disposition les éléments nécessaires pour connaître le sort réservé à Maëlys. C'est un véritable retournement de l'enquête parce que reconstituer le squelette, ça va permettre de comprendre aux médecins légistes et surtout aux anthropologues les circonstances de la mort de la petite. Comprendre comment cet enfant a pu être tué. D'après les premiers résultats, la mâchoire de la fillette aurait été fracturée, mais l'ensemble des analyses
va prendre plusieurs semaines. En attendant, Nordal Lelandais refuse toujours d'en dire plus sur les circonstances du drame. Quant aux parents de Maëlys, ils ont donné une nouvelle conférence de presse le 8 mars 2018, s'adressant directement à leur fille. Tout ce qu'il a fait est inexcusable et impardonnable. Maëlys, sois-en certaine, ton assassin est désormais en prison. Il ne s'en prendra plus à des innocents, il ne fera plus de victimes. Justice te sera rendue. Mon Poussin, tout l'amour que l'on a pour toi est éternel. Et cela, il ne pourra jamais nous l'enlever. Mon ange, nous t'aimons de tout notre cœur. Aujourd'hui, à Pont-de-Beauvoisin et partout en France, tout le monde pleure Maëlys. De leur côté, Jennifer et Joachim n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi, par une si belle nuit d'été, un monstre leur a enlevé leur fille. Les parents de Maëlys sont à la recherche désespérée de la vérité. Ils sont finalement soulagés que la dépouille de leur petite fille ait été retrouvée. Ils savent maintenant qu'elle est morte. Maintenant, les parents de Maëlys voudraient savoir ce qui s'est passé. Quant aux parents d'Arthur, Ahmed et Adrien, comme toutes les autres familles de disparus de la région, ils continuent à vivre dans l'espoir d'obtenir enfin les réponses à leurs questions. C'est comme toutes les familles. Nous, on veut que les enquêtes avancent, que les enquêtes continuent. Après, il y aura peut-être des réponses pour certains, il n'y en aura peut-être pas d'autres, il n'y en aura pas pour d'autres, mais il y aura peut-être des avancées dans certaines familles. Et de toute façon, nous, on prend tout. C'est mon combat chaque jour. Et je dois savoir. Et il faut que quelqu'un parle. Et j'ai l'espoir de savoir